Le gouvernement a engagé un plan de lutte contre l'absentéisme. Vous avez abandonné, brutalisé, asphyxié. Monsieur le ministre, c'est que vous détestez les fonctionnaires, c'est ça la réalité. Ce dénigrement, dans un contexte néolibéral, il est le produit d'une école de pensée qu'on appelle encore aujourd'hui le nouveau management public. Oui, c'est une urgence. Pour nos finances, car l'absentéisme coûte 15 milliards d'euros par an. Prendre ça en retour comme si nous étions qu'une variable d'ajustement monétaire, c'est mettre en danger la population et manquer de respect à toute la communauté soignante. C'est la multiplication de ces injonctions contradictoires qui font souffrir les personnes dans leur travail et qui permettent aussi ensuite de toujours les accuser de ne pas avoir bien fait. Près de 4000 postes vacants d'enseignants dans l'éducation nationale en France. Des images absolument surréalistes, les couloirs des urgences totalement encombrés par des brancards. On n'a pas de bureau, c'est assez compliqué. Quand il pleut à l'intérieur des locaux. Il y a une expression qui est revenue très souvent, c'est « on est à l'os ». On est à l'os et on ne sait pas ce qui va se passer si on nous demande encore de consommer moins de ressources, d'avoir moins de personnel, etc. Nous stoppons toute discussion avec les instances administratives quant aux restrictions budgétaires qui sont imposées à l'hôpital depuis maintenant plus de 10 ans. Cette mobilisation est née d'un suicide d'un collègue. Et c'est cela qui a fait prendre conscience que ça ne pouvait plus continuer. On a aussi besoin de rouvrir un débat national sur le fait que la dépense publique, c'est pas que de la dépense, c'est la réponse à des besoins fondamentaux de la population. Je suis Claire Lemercier, je suis directrice de recherche en histoire au CNRS et avec deux collègues sociologues et politistes, Julie Gervais et Willy Pelletier, on a écrit un livre qui s'appelle « La haine des fonctionnaires » et qui du coup résonne bien avec l'actualité. À la fois, c'est l'éternel retour des polémiques sur les fonctionnaires fainéants, avec l'appellation absentéisme, comme si j'avais ma pancarte « Je suis pour les absences », c'est vraiment super. En même temps, j'ai l'impression, pour une fois, de voir un traitement médiatique un peu plus équilibré, de voir absentéisme parfois mis entre guillemets, et de voir des médias, pas seulement les plus engagés à gauche, se demander sérieusement pourquoi il y aurait eu un tel accroissement des jours de congé maladie dans le public depuis une dizaine d'années. Alors, en fait, les insultes envers les fonctionnaires, elles ont une longue histoire. On dit dans le livre, il y a la chanson « Mon légionnaire », il n'y a jamais eu la chanson « Mon fonctionnaire ». Et autant on aime souvent aimer les profs, les infirmières ou les flics, selon les familles, autant on aime souvent détester les fonctionnaires. Et en fait, c'est aussi ancien que le mot fonctionnaire lui-même, qui date en gros du 19e siècle. Et dès le départ, on a cette caricature de ce qu'on a appelé à l'époque les ronds de cuir. Et les ronds de cuir, c'est quelque chose qu'on met sous les fesses. Et l'image des fesses du fonctionnaire qui creuse sa chaise, on la retrouve dans les caricatures du 19e siècle jusqu'à Coluche ou Desproges. Ce que ça montre, dès le départ, c'est une sorte de confusion entre les gens qu'on aime détester, qui sont en fait des gens dans les bureaux qui conçoivent des formulaires auxquels on ne comprend rien, qu'on a du mal à remplir, qui sont sûrement des personnes très énervantes quand on a du mal à remplir les fonctionnaires, mais qui sont extrêmement peu nombreux aujourd'hui comme au 19e siècle. Et puis l'ensemble des gens qui rendent les services publics, qui dans les gros bataillons au 19e siècle, c'était les postiers, les instituteurs, qui ne passaient pas exactement leur journée assis sur leur chaise, comme aujourd'hui c'est le cas des gros bataillons du service public. Donc il y a une critique très ancienne des fonctionnaires comme fainéants, qui a toujours été absurde, en fait, sur la grosse masse des fonctionnaires, mais qui se répand parce que quand on ne sait pas trop sur quoi faire de l'humour, c'est toujours pratique. En revanche, ce qui est nouveau ces dernières décennies, c'est la version plus néolibérale de cette critique, qu'on pourrait résumer en disant que quelqu'un payé par l'État ne pourra jamais aussi bien travailler que quelqu'un payé par une entreprise. C'est un peu bizarre quand on regarde cette équivalence générale. Si je suis un employé de l'État, pourquoi je serais plus paresseux ? En fait, ce dénigrement, dans un contexte néolibéral, il est le produit d'une école de pensée qu'on appelle encore aujourd'hui le nouveau management public, New Public Management en anglais, c'est plus chic, qui n'est plus très new puisqu'elle date des années 1970, en gros, dans ses développements universitaires, et qui a complètement infusé la formation de nos élites, notamment de nos élites administratives. Et quand je dis nos, c'est en fait dans tous les pays, pas juste en France, depuis les années 80-90, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des gens qui dirigent les administrations, les services publics, ont été formés dans les grandes écoles de formation de hauts fonctionnaires à cette idéologie.
Et cette idéologie, elle insiste sur l'idée que tout ce qui vient de l'État, tout ce qui a le statut de fonctionnaire serait un peu intrinsèquement trop rigide, trop hiérarchique, et qu'en s'inspirant des manières de manager qui ont cours en entreprise, on obtiendrait plus de souplesse, qui est une des grandes valeurs du néolibéralisme. Alors au départ, il y avait éventuellement du vrai dans cette critique. En tout cas, elle a trouvé des alliés à gauche, ce qu'on a bien oublié aujourd'hui, notamment dans des associations d'usagers et d'usagères des différents services publics, qui se plaignaient de leur côté trop hiérarchique, mal communicant, méprisant au guichet, et ainsi de suite. Et donc qui demandaient des services publics plus finalement inscrits dans la réalité actuelle, dans les relations avec les usagers et usagères. Sauf que ça n'est pas du tout ce qui s'est passé avec le nouveau management public. En pratique, ce que montrent toutes les études de terrain, que ce soit sur l'hôpital, sur l'enseignement supérieur, sur la gestion des forêts ou tout autre secteur des services publics, c'est que l'application de ces nouvelles méthodes de management inspirées des entreprises, elle a rajouté des couches de bureaucratie via ce qu'on appelle, pour faire là aussi nouveau, le reporting, c'est-à-dire le fait de remplir en permanence des tableaux pour dire ce qu'on a fait, pour permettre au chef de vérifier qu'on a tout bien fait. Et cette bureaucratisation par le reporting, elle va de pair avec une plus grande violence des rapports hiérarchiques. En fait, le nouveau management public, il a aussi beaucoup tenté d'instaurer plus d'évaluation par les chefs directs, par le biais, et on retrouve ça dans les propositions Kasbarian actuellement, de l'idée de moins de grilles, moins d'avancements prévisibles, plus d'évaluation au mérite. Toutes ces propositions-là, elles visent finalement à donner plus de pouvoir à mon chef ou ma chef directe sur ma carrière. Ça veut dire en fait plus de hiérarchie, plus de risque de tentation de lèche-bottisme, de favoritisme, de discrimination. Au moment où on enregistre, on est au lendemain d'un mouvement social dans les hôpitaux, qui n'est a priori pas près de s'éteindre, et qui collisionne bizarrement avec la discussion sur les absences. Parce que la fonction publique hospitalière a beaucoup plus d'absences que d'autres parties de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que les soignants sont malades, souffrent dans leur corps. Et on le voyait déjà dans les statistiques d'avant le Covid, de la fin des années 2010, qui sont assez incroyables. À ce moment-là, au moment du départ à la retraite des infirmières et des aides-soignantes, on avait 20% des infirmières, 30% des aides-soignantes qui étaient reconnues en situation d'incapacité au travail, de par des problèmes parfois psychologiques, mais surtout physiques, conséquence du port de charge, mais aussi des horaires décalés et des sous-effectifs qui font que bien souvent elles ne comptent pas leurs heures, pas toujours rémunérées. Et une des conséquences assez dingues, c'est que, et là encore on est avant les souffrances liées au Covid, avant la poursuite des fermetures de lits d'hôpitaux, dans les années 2010, on avait déjà mesuré que l'espérance de vie des infirmières était de 7 ans inférieure à celle des femmes françaises. Et on le sait, souvent les personnes moins diplômées ont des espérances de vie plus basses que d'autres, mais les infirmières sont tout à fait diplômées. Et parmi les personnes de leur niveau de diplôme, elles ont une espérance de vie vraiment très basse. On observe aussi que les infirmières quittent en masse l'hôpital public dès qu'elles le peuvent, pour travailler en libéral, par exemple, où les contraintes sont un peu moins fortes, et alors même que beaucoup avaient cette vocation de travailler à l'hôpital public. Ce qui se passe dans les hôpitaux publics, c'est à la fois de terribles sous-effectifs, des fermetures partielles qu'on voit de plus en plus aux urgences, et pas seulement l'été, et puis des terribles injonctions contradictoires qui font que même lorsqu'on ne souffre pas directement dans son corps, on souffre dans sa tête, dans sa vocation, et en voyant les gens souffrir devant soi. Par exemple, lorsque un chirurgien viscéral, on l'évoque dans notre précédent livre, se voit reprocher de ne pas faire assez les opérations qui rapportent, c'est à l'hôpital public, comme les hernies, et de plutôt se concentrer sur d'autres opérations. C'est une scène vécue, observée par un sociologue. C'est lié à ce qu'on appelle la tarification à l'activité, qui a été mise en place à l'hôpital dans les années 2000, et qui vise à faire semblant d'être une clinique. Sachant que les hôpitaux ne sont pas des cliniques, ne vont pas faire faillite de toute façon, mais on leur demande de faire leur compte comme s'ils étaient des cliniques. Le problème, et ce qui fait que l'injonction est contradictoire, c'est que l'hôpital, il n'est pas là
pour gagner de l'argent pour ses actionnaires. Sinon, la vie serait simple, probablement difficile pour les patients, mais on aurait un seul ensemble de contraintes. Or, l'hôpital public, il doit accueillir tout le monde, notamment aux urgences. Il doit traiter les malades chroniques, ce qui demande beaucoup plus de ressources et qui n'est pas fait par les cliniques. Si c'est un CHU, il doit faire de la recherche, la formation de nouveaux médecins. Donc, il ne peut pas se concentrer uniquement sur ce qu'il rapporte. Et ce qui se passe avec les réformes, entre guillemets, de ces dernières décennies, dont on dit que ces réformes sont en fait des massacres, c'est la multiplication de ces injonctions contradictoires qui font souffrir les personnes dans leur travail et qui permettent aussi ensuite de toujours les accuser de ne pas avoir bien fait, puisqu'elles ne peuvent pas avoir bien fait à la fois sur les objectifs de rentabilité et sur les objectifs de service public. On le dit dans nos livres, on a une sorte d'inversion de la culpabilité qui rappelle presque les situations d'agression, où l'agresseur va essayer à tout prix de dire que la victime l'avait bien cherché ou de faire que ce soit la victime qui ait honte. C'est ce que les sociologues appellent, dans le contexte des services publics, la mise en faillite des services publics. Ça consiste à les mettre en situation de mal faire leur travail. En sous-effectif ou en très faible ouverture de guichet, ce qui va faire que les usagers vont se plaindre du service au guichet, parce que ça n'est pas assez ouvert, parce qu'il n'y a pas assez de personnes, parce que ce sont des personnes en service civique, par exemple, qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires. Donc on va ouvrir très peu et très mal le guichet, après on va dire les usagers se plaignent, fermons totalement ce guichet ou externalisons ce service à une entreprise. Ou à un niveau plus large, on va redécouper les services publics, faire une sorte de jeu de fusion-acquisition, de façon à créer des entités qui seront structurellement en déficit et qu'on pourra ensuite critiquer. C'est l'histoire des trains, puisqu'on a séparé la SNCF en beaucoup d'entités différentes. Alors, il y a les trains qui vont vers l'étranger, les Eurostar, par exemple, qui rapportent plus, qui sont une société à part. Les trains régionaux sont maintenant séparés des TGV et des intercités. Et puis, il y a Réseau Ferré de France qui gère les rails. Les rails ne font pas payer directement les usagers, donc les rails, structurellement, sont en déficit, ce qui fait que les dirigeants et les personnels de Réseau Ferré de France se font en permanence accuser de mal faire leur travail à cause de ce déficit qui est inscrit dans la manière même dont Réseau Ferré de France a été créé. Dans les rencontres autour de notre précédent livre qui nous ont donné envie d'écrire La haine des fonctionnaires, il y a une expression qui est revenue très souvent sans que les personnes se soient, je pense, concertées, aussi bien de la part de fonctionnaires de tous les différents services publics que de maires, de responsables de collectivités, c'est « on est à l'os ». On est à l'os et on ne sait pas ce qui va se passer si on nous demande encore de consommer moins de ressources, d'avoir moins de personnel, etc. Ce qui est en train de se passer avec les discussions budgétaires. Donc il y a ce sentiment d'effondrement qui existe à peu près dans tous les métiers du public. Évidemment, on en est tous et toutes plus conscients par nous-mêmes ou par nos proches pour ce qui peut concerner l'hôpital ou l'école, les deux plus grands services publics en volume, mais on a ce même sentiment d'effondrement qui se retrouve, y compris dans les personnes dites en back-office, donc qui ne voient jamais le public, dans les caisses d'allocation familiale, qui ont l'impression de ne plus du tout arriver à faire leur travail, sans même parler des caisses d'assurance vieillesse, où avec la réforme des retraites, et un nombre d'agents qui était déjà pas tout à fait suffisant pour faire tous les calculs de projection de retraite, les caisses d'assurance vieillesse n'arrivent plus à répondre aux personnes qui demandent quand est-ce que je pourrais partir en retraite, à quel montant, quelles sont mes différentes options, au point qu'on a des startups privées qui se sont mises sur ce marché d'essayer de faire les calculs de retraite pour les gens, évidemment moyennant finance. Donc il y a un vrai sentiment d'effondrement chez les agents et agentes de ces différents services publics qui tiennent souvent ces services publics avec les dents, d'où leur épuisement physique, mais ça ne tiendra pas éternellement sur le surdévouement, la surimplication physique des agents. On le voit dans les France Services, qui sont un palliatif à la fermeture de nombreux guichets, qui sont certainement pas assez nombreuses, qui n'ont certainement pas assez de compétences, mais qui sont souvent très appréciées des usagers. Mais les rares premières études dont on dispose sur les maisons France Service, elles soulignent que le personnel est très précaire, très sous-payé, en même temps très passionné par sa tâche, très dévoué, mais que le personnel va craquer à un moment.
Donc il y a vraiment cette idée que ça peut s'effondrer. Alors qu'est-ce qui se passe si ça s'effondre ? C'est une vraie discussion qu'on a eue avec mes co-auteurs et co-autrices. Est-ce que les riches s'en sortiraient quand même ? Est-ce que les riches peuvent se passer de services publics ? Évidemment, si les services publics s'effondrent, ça va d'abord détruire la vie des plus vulnérables, des plus malades d'entre nous, des personnes les plus porteuses de handicap, des personnes les plus pauvres, qui ont le plus besoin de services publics pour des choses tout à fait vitales. En même temps, c'est une absurdité de penser que les riches peuvent se passer de services publics. Et c'est vraiment un point que les gouvernements devraient avoir en tête quand ils disent « notre pays a trop de dépenses publiques, il n'est pas attractif ». En fait, notre pays est aussi attractif parce qu'il a plutôt des très bonnes infrastructures de transport, plutôt un très bon système de santé très apprécié des personnes expatriées en France, un certain nombre de services publics comme ça que les riches utilisent aussi. Bien sûr, les riches, pour les opérations de routine, vont se rendre dans des cliniques privées qui proposent des meilleures prestations hôtelières, par exemple. Ils vont mettre leurs enfants à Stanislas, qui incidemment est essentiellement financé par de l'argent public, mais où les enseignants ne sont pas fonctionnaires stricto sensu. Mais en fait, ces mêmes riches, s'ils ont des maladies compliquées, des accidents très graves, vont aller au CHU parce que c'est là où on peut faire un quadruple pontage, de la médecine de pointe, une double greffe ou que sais-je encore. Et puis, les infrastructures de transport, par exemple, sont surutilisées par les plus riches qui utilisent davantage les autoroutes, qui utilisent davantage les TGV, sans parler des avions ou même des jets privés qui, en fait, utilisent les tours de contrôle publics. Donc, personne n'a intérêt à un effondrement des services publics en réalité. Mais pour s'en rendre compte, il faut mettre la conversation sur les besoins de services publics au lieu de s'en tenir à des équivalences simples comme service public égale assistance aux plus pauvres. Ben non, les services publics bénéficient à tout le monde, aussi aux plus riches, ou et bien sûr les équivalences comme fonctionnaires fainéants. Pour sortir de ces équivalences, le point, c'est sans doute de se concentrer sur les besoins en services publics. C'est un appel qui a été lancé notamment par le collectif Nos Services Publics dans son premier rapport l'an dernier, suivi par un nouveau rapport sur d'autres thèmes à cette rentrée, partir des besoins. Alors, c'est pas facile de partir des besoins et il s'agit pas de dire que, par exemple, les membres énarques de nos services publics détiennent la vérité sur nos besoins. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'ils et elles disent. Partir des besoins, ça veut dire s'arrêter 2 minutes et réfléchir. C'est ce qu'on dit dans notre propre livre. Ça veut dire organiser des conférences de besoins à une échelle sans doute assez locale, parce que ces besoins, ils sont aussi différents selon les territoires. La ruralité souffre d'un manque de services publics. Les banlieues populaires souffrent aussi d'un manque de services publics assez similaire, en fait. Et les dom-toms sont dans une situation encore bien pire. Mais les besoins exacts sont différents selon les territoires. Donc, pourquoi pas essayer de se parler au niveau local entre les fonctionnaires, les usagers, via des associations, des syndicats, des collectifs, les élus aussi. Et les élus locaux sont peut-être les personnes qui nous ont donné, avec leur service, une petite lueur d'espoir dont on rend compte dans notre livre. On parle de choses assez incroyables qui se sont passées dans différentes municipalités en termes de création de nouveaux services publics. Pas seulement de défense de l'existant, mais de création de nouveaux services publics qui peuvent répondre à des nouveaux besoins des populations exprimés aujourd'hui. Le besoin d'une meilleure alimentation, par exemple. Des besoins en matière de santé, de traitement de la dépendance ou du handicap qui étaient existants auparavant mais largement ignorés. Et auxquels des municipalités peuvent répondre dans une certaine mesure. On a aussi bien lu et rencontré des gens de Faux-la-Montagne, dans la Creuse, vraiment zone rurale, que de Grande-Synthe, dans la banlieue de Dunkerque, une banlieue populaire, où dans les deux cas, il y a une inventivité incroyable. À Grande-Synthe, moi j'ai découvert par exemple le four à pizza municipal. Ça n'a l'air de rien. En fait, ça met de la convivialité, ça mutualise des dépenses d'énergie qui sont importantes. C'est un petit truc, mais c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire pour autant que on peut s'en sortir juste par le municipalisme aujourd'hui ? On voit bien que non, puisque dans les débats sur le budget, actuellement, il est encore question de limiter le soutien de l'État aux collectivités locales, alors que les collectivités locales, dans le même temps, ont très peu d'impôts à leur disposition pour faire venir elles-mêmes leurs propres ressources, donc dépendent de ces ressources de l'État. Donc ces projets municipaux qui ont ça de vraiment intéressant, qui sont gérés démocratiquement, en lien avec des associations, en lien avec les besoins réels de ces populations, ils sont suspendus en fait à ces financements par le budget général de l'État ou par des appels à projets
qui vont mettre une municipalité en concurrence avec l'autre, ce qui fait que si Grande-Synthe peut faire quelque chose, une autre municipalité de banlieue ne pourra pas. Donc on a besoin de discuter localement de ces besoins. On a aussi besoin de rouvrir un débat national, y compris à l'Assemblée, sur le fait que la dépense publique, c'est pas que de la dépense, en fait, c'est la réponse à des besoins fondamentaux de la population.